Troisième et dernière partie de cette édition spéciale consacrée à notre couverture. On continue de la guerre au Moyen-Orient. Achraf Laïdi, expert international en marché financier, vient de nous rejoindre en direct depuis Londres. Bonsoir Monsieur Laïdi, merci de nous avoir rejoints. Alors première question, comment ont réagi les marchés internationaux, les places financières internationales à cette guerre après une semaine de son déclenchement? Bonsoir. Je veux faire une remarque étrange. Moi, comme un participant dans les marchés de bourse, ce week-end oui. du 7 mars, 8 mars 2026, c'est tout à fait le contraire du week-end du 7 mars et 8 mars 2020. Ce qui s'est passé en 2020, le monde a commencé à subir les problèmes de la corona, de Covid. Ici, à Londres et en Europe, ils ont encore pas fermé l'économie. Mais ce qui s'est passé, le week-end du samedi, mars 7 2020, l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas couper la production malgré la chute du prix du baril. Oui. Parce que l'Arabie Saoudite a décidé de vaincre leurs compétiteurs américains de shale oil. Oui. Parce que le coût de production de l'Arabie Saoudite, c'est à 10 et 12 dollars par rapport aux Américains qui étaient à 40. Alors, tout le monde se croyait que, avec la chute de pétrole de 2020 à cause de Corona, les Saoudiens, ils allaient couper la production. Et quand ils ont refusé de faire ça, le prix de baril, ce lundi, le 9 mars, le prix de baril a chuté 40%. Exactement 6 ans plus tard, ce week-end de mars 7 et 8 2026, on voit exactement le contraire. Le prix de baril, dans une semaine, qui grimpe, qui hausse 40%. Oui, à 94 dollars. À part ces choses étranges des cycles, parce que les cycles ils sont très importants, bon, et je m'excuse de ne pas être présent dans la discussion, mais moi, comme un trader dans les marchés de bourse et tout ça, le problème qui se passe maintenant, c'est pour les États-Unis. Les États-Unis, ils ont quelque chose qui s'appelle the SPR, Strategic Petroleum Reserve. Oui. Ce sont les réserves stratégiques de pétrole, ce que les États-Unis ont besoin d'utiliser en cas d'urgence. Alors, maintenant, la capacité de ces réserves, ça s'est arrivé à 400 millions de barils. Le record, c'était à 714 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie 400 millions de barils? 400 millions de barils, c'est l'équivalent de quoi? De 20 jours de consommation américaine. Alors maintenant, on a le prix de l'essence qui est à 3,32 $, le prix de la pompe d'essence aux États-Unis. Oui, du gallon d'essence, oui. Le gallon d'essence, 3 $, c'est le plus haut depuis septembre 2024. Vous avez la moitié des Américains, du public américain qui est contre la guerre. Les autres, ils sont plutôt plus ou moins avec au son. Mais il y aura quelque chose qui s'appelle les élections de mi-mandat. Congrès. De mi-mandat. Midterm elections. 8 mois. Oui, midterm elections, dans 8 mois. Alors vous avez, regardez, ça c'est très important. Vous avez la priorité de Trump qui est en train to run on a foundation. Il est en train d'opérer sur une plateforme de la priorité de quoi? Affordability of the consumers. Oui. Il a pris quelque chose de Mamdani. Comment un musulman socialiste devient maire de la plus grande ville, New York en l'occurrence, oui. Le plus grand symbole de capitalisme, parce que sa campagne électorale était de vous promettre
the affordability, pour vouloir couvrir les coûts quotidiens parmi le public. Et c'est ce que exactement Trump veut faire. Mais quand on a ce problème-là, et si cette guerre va traîner, et si les États-Unis vont continuer de refuser de prendre de ces réserves, ça va hausser le coût du pétrole, mais il faut rester avec moi là. Oui, bien sûr. Ça va causer des forces inflationnistes, inflationnistes, ce qui veut dire que la Banque centrale américaine ne va pas faire ce que Trump est en train de leur supplier de faire, et que vous pouvez pas réduire les taux d'intérêt quand vous affrontez des risques d'inflation. Et si la Banque centrale ne sera pas capable ou peut pas couper les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu, the yields, le coupon des bons d'obligations du gouvernement. Les obligations, les titres d'obligation, oui. Les quoi? Les titres d'obligation américains. Oui, mais pas le prix des titres, c'est le revenu, c'est the yields, it's the return. Et ce yield-là, ça représente quoi? Ça représente, M. Khayreddin, ce yield, ça représente le taux d'intérêt de la carte de crédit, de la dette des États-Unis, qui est maintenant arrivé à, devinez combien? 3 000... 1 trillion de dollars. 1 trillion, d'accord. Oui, ça veut dire les dépenses du gouvernement américain juste pour payer la dette, ils dépassent les dépenses de défense. Imaginez, si l'inflation revient aux États-Unis, comme on a vu en 2022, les taux d'intérêt vont être à la hausse, et ce monsieur Trump, qui a couru sur la plateforme de affordability, tout le contraire va arriver. Et je ne parle pas du constat de la Cour suprême qui a décidé que les tarifs que les États-Unis a imposés sur les compagnies américaines, il faut rembourser 170 milliards. Alors, on peut parler des enjeux entre le Proche-Orient, les États-Unis, Dubaï, Émirats, le problème économique. On peut parler de la perte d'énergie pour la Chine. Mais moi, ce qui me concerne, c'est quand on voit ça, si cette guerre va traîner 10 jours de plus, ça va poser de sortes de réverbération dans la bourse, en commençant avec le prix du pétrole, et après, ça va circuler dans les stocks, dans les actions, et notamment le secteur de AI. Et le secteur de AI, les plus grands financiers du secteur AI américain, c'est qui? C'est les Émiratis ou les Saoudiens. Merci Achraf Laïdi, restez avec nous. Nous allons également analyser dans quelques instants avec vous l'impact de cette guerre à long terme, si jamais elle venait à s'inscrire sur le long terme, sur la finance mondiale, mais particulièrement sur les banques. Docteur Bacha, parlons encore d'économie. Alors depuis le début de cette guerre, nous en parlions tout à l'heure, nous parlons peu de l'économie iranienne sous embargo depuis de longues années. Quel est le modèle économique iranien? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement? Quels sont ses piliers et quelle est sa capacité de résilience si la guerre devait durer longtemps? D'autre part, est-ce que vous pouvez également nous faire un état des lieux d'une économie mondiale avec un détroit d'Ormuz fermé durant une longue période? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, je crois que l'économie iranienne peut constituer une sorte de modèle de résilience. Qui, à la base, à l'instauration de la République islamique, l'idée de constituer une économie qui résiste aux chocs extérieurs, notamment en cas d'agression militaire, qui était probable depuis un an et 50 d'années, cette économie s'est construite autour de cette idée d'abord d'encourager l'autosuffisance alimentaire et industrielle, de créer une industrie qui permet de répondre aux besoins internes à travers la substitution aux importations, qui est un élément majeur de l'économie iranienne et de son industrie.
l'un des points forts de cette économie, c'est d'être arrivé à construire une économie hors hydrocarbures qui est relativement assez consistante et assez substantielle. On considère que les exportations iraniennes sont de l'ordre de 100 milliards. Oui. 50% sont des exportations hors hydrocarbures. Oui. Ce qui est de l'ordre de 50 milliards. Notamment de l'armement. L'armement, la sidérurgie, le ciment, donc un certain nombre d'éléments d'industrie lourde et d'autres industries qui finalement permet au pays de ne pas dépendre d'une manière cruciale dans son fonctionnement d'hydrocarbures qui constituent le cœur de cette économie. En termes de structure du PIB, on retrouve les hydrocarbures à hauteur à peu près de 20 à 25%, ce qui est relativement important, oui, mais contrebalancé par une industrie hors hydrocarbures de transformation manufacturière qui est aussi de l'ordre de 15. De l'agriculture également. L'agriculture, elle est de l'ordre de 10%. Oui. Mais bon, l'agriculture est encore une agriculture assez de subsistance, oui, finalement. C'est beaucoup plus des petites exploitations et qui subissent en partie le stress hydrique d'une manière assez importante. Donc c'est une économie de résilience, de résistance, qui est à dominance d'hydrocarbures, puisque le gros des revenus viennent de là, mais en même temps avec une construction en parallèle d'une industrie de transformation, par exemple dans l'automobile, grâce au partenariat qu'ils ont réussi à nouer avec Renault et Peugeot, oui, ils produisent de l'ordre de 500 000 véhicules par an, ce qui n'est pas négligeable pour une économie en voie de développement. Le petit, travers qu'on peut leur reprocher, c'est peut-être la non-maîtrise de l'inflation, qui reste assez élevée, de l'ordre de 40 à 45%, qui pénalise fortement le pouvoir d'achat des Iraniens, mais qui en même temps... la valeur de la monnaie iranienne. Voilà, de l'ordre de 60% en 4 ou 5 ans. Mais en parallèle, il y a un effort très important qui est fait par l'État iranien en termes de subventions. C'est un des niveaux, par exemple, d'essence parmi les plus bas au monde, avec l'Algérie d'ailleurs. Ouais. Et donc, c'est une économie résiliente, mais qui s'est construite sur un secteur public et parapublic très important, qui contribue de l'ordre de 70 à 80% au PIB de la nation. Et donc, avec des IDE qui sont extrêmement ciblés et qui contribuent réellement à la mise en place d'une armature industrielle assez consistante. Bien. Et aussi avec un endettement qui est assez faible. Hein. Ouais. C'est de l'ordre de 20 à 25% du PIB, ce qui est relativement très gérable pour un pays. Donc, globalement, ces qualités permettent à cette économie d'être résiliente et peut-être de résister à un certain niveau à des agressions de ce type qui sont faites par des coalitions internationales extrêmement surpuissantes. Donc, c'est une économie qui peut résister, mais en même temps qui reste globalement au seuil de l'émergence. Oui. Avec un PIB qui est de l'ordre de 400 milliards et un PIB par habitant qui est de l'ordre de $4 000, qui ne lui permet pas encore de prétendre passer dans la catégorie des pays émergents. Mais globalement, ils sont sur une voie, s'il n'y avait pas ce type de travers d'agression, sur une démarche qui n'est pas négligeable en termes d'industrialisation. Très bien. Merci, docteur Bacha. Mirad Zaki, avant de revenir à Ashraf El-Haïdi, comment réagissent les valeurs refuges monétaires ou même l'or à cette guerre après une semaine, notamment en Suisse, qui, je l'imagine, regarde d'un œil très attentif ce qui se passe dans cette région du monde. Oui, on va en parler tout de suite, mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner que ce pays, l'Iran, subit donc un embargo extrême depuis 45 ans qui s'est progressivement élargi. Au début, c'était les États-Unis et les États-Unis ont ensuite réussi un véritable exploit, c'est de faire qu'aucun pays n'ait vraiment le droit de commercer avec l'Iran, et les pays qui commercent avec l'Iran aujourd'hui, mais ils sont quand même des adversaires des États-Unis, soit ils sont sur liste noire du département américain, soit ils sont comme la Chine ou la Russie, ils sont pas des pays alliés. Alors que ce problème devait être réglé par l'accord de 2015, rappelez-vous. Non, parce que l'embargo, il n'a jamais cessé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque qui traite avec l'Iran, elle perd l'accès potentiellement au système financier américain.
Je veux dire que c'est quand même... l'Iran a été empêché de se développer, si vous voulez. Il ne peut pas vivre de son pétrole correctement, il est forcé de le vendre à des prix réduits, il doit le faire par des circuits clandestins, ça a fortement appauvri la population, créé cette hyperinflation et cette hyper-dévaluation qu'on reproche au régime. Je pense que le régime des mollahs, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais de lui attribuer un échec, alors que c'est entièrement dû aux sanctions les plus sévères qu'un pays puisse supporter, c'est pas tout à fait juste. Et c'est vrai qu'on a tous pour habitude de dire qu'il y a une hyperinflation, c'est terrible, la monnaie iranienne s'est énormément dévaluée, ils n'auraient plus à s'acheter les denrées de base. Oui, mais ces sanctions-là, aucun pays ne les aurait supportées. C'est ça la chose. Voilà. Maintenant, les valeurs refuges, évidemment, il y a une grosse ruée sur l'or. Alors, l'or coté en bourse, il fluctue énormément. Il a au début énormément progressé, puis ensuite il s'est un peu détendu. Aujourd'hui, il est à combien? À 5100, pardon, 5171 $ l'once, c'est quand même très, très, très impressionnant, mais il était allé au-dessus, il avait touché 5300. Mais surtout en Suisse, ce qu'on voit, c'est des Suisses qui se précipitent vers leur banque pour s'acheter des pièces et des lingots d'or, et que le temps d'attente est tellement long maintenant qu'il atteint 2 semaines, tellement il y a un afflux de gens qui craignent finalement, ils imaginent que tout est possible, je veux dire. Et à la fin, c'est des valeurs tangibles qui restent, parce que si quoi que ce soit arrive, que l'électricité n'est plus disponible parce qu'il n'y a pas d'énergie et qu'on coupe le courant, on coupe les connexions Internet, eh ben, vous et moi, on ne possède plus rien en réalité. À cause de notre technodépendance, la valeur tangible qui reste à la fin, c'est l'or. Et donc, évidemment, l'afflux sur ces pièces et lingots qui ne se voient pas autant qu'elle devrait sur les prix officiels de l'or sur les marchés, est énorme. Mais il faut dire que l'or a quintuplé ces 20 dernières années contre toutes les monnaies. Il vous faut 4 fois plus d'euros pour acheter la même once d'or qu'il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire si on avait acheté des onces d'or, on se serait bien enrichi. Eh bien, des guerres comme l'Iran, elles créent cette incertitude et c'est pas dans les billets de banque, dans ces moments-là, qu'on a le plus confiance. Merci Mirad Zaki. Rapidement, très rapidement, si vous le voulez bien, Achraf Laïdi, pour qu'on puisse donner le mot de la fin à Faisal Esdaren et Mahdi Boukaouma. L'impact, je le disais, de la guerre, si elle venait à s'inscrire sur le long terme, sur la finance mondiale, notamment sur la City, que vous connaissez bien, comment elle réagit à cette guerre, et également quelles seraient les implications d'un retour programmé de l'inflation et ses conséquences sur l'économie mondiale. Achraf Laïdi. Si la guerre va durer au moins 2 semaines, 2 semaines, au moins 2 semaines de plus, ça va être un désastre. Un désastre, ce qui va commencer avec les bons d'obligations. Il y avait des news ce week-end que les bons d'obligations américaines, britanniques ont chuté, mais il faut qu'on parle de quelque chose. Comme quelqu'un de personnel qui fait le trading au jour le jour, le pétrole dans l'or qui a eu son moment sous le soleil, ces derniers jours, il a perdu de sa force. Il était à 5400, maintenant il est à 5100. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui s'appelle le playbook, le safe haven playbook. Quand il y a des problèmes, le pétrole qui grimpe, l'argent qui s'enfuit des actions, ils vont au refuge des obligations américaines. Les obligations américaines, ça veut dire dans le dollar. Et quand le dollar bénéfice, on a vu la chute de l'euro, on a vu la chute du pound et la chute de yen. Parce que les yens, les Japonais, ce sont les plus grands consommateurs de pétrole. Alors, on est en train de voir une hausse temporaire dans le dollar qui provoque une chute ou un pullback dans l'or, mais il faut parler de l'Iran. L'Iran, le plus gros cadeau que l'Iran et la Chine ont eu, c'était en 2015 et après en 2022. Quand les États-Unis ont commencé à militariser le dollar, ils ont forcé la Chine à créer l'alternative de SWIFT. Le SWIFT, Cross-Border Interbank, le SWIFT, c'est le système de transfert bancaire en dollars. Les Chinois ont créé leur propre SWIFT, c'est China Cross-Border, à travers lequel les Iraniens, les Russes qui fuient les sanctions de 2002 sont en train d'utiliser. Alors,
On n'a pas besoin d'attendre un mois, ça suffit que 2 jours, parce que dans 24 heures, les marchés vont ouvrir. Et si on va voir le pétrole de Brent sur $120, sur $100, premièrement, et si ça dure au moins 5-6 jours, ça va être un petit problème. Merci Achraf Laïdi. Très rapidement, votre avis sur la situation économique, Faisal Isdaren, notamment en ce qui concerne ce continent européen éternel convalescent depuis la crise de la Covid. Faisal Isdaren, est-ce que vous... Oui, alors sur ce point, je reprends une déclaration un constat d'un journaliste, d'un ancien journaliste du Idiot Aharonot, Alon Mizrahi, qui disait que après cette guerre, la domination américaine dans l'Asie de l'Ouest ne sera plus comme avant. Les États-Unis certainement perdront du terrain, perdront leur domination, que ce soit militaire, économique aussi, sachant que le détroit d'Ormuz est réellement fermé jusqu'à nouvel ordre. Oui. Et sur ce point-là, peut-être mes collègues économistes peuvent le décrire mieux que moi. Il y a les frais d'approvisionnement qui augmentent, les tarifs d'assurance qui augmentent, notamment. Et aussi une bonne partie de l'économie mondiale est grippée actuellement. Et si cette guerre continue, se poursuive dans les prochains jours, les prochaines semaines, on sera inéluctablement devant une crise économique mondiale qui va au-delà du secteur des hydrocarbures. Merci Faisal Isdaren, Mahdi Boukaouma. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de vous donner le dernier mot. Ce sera une prochaine occasion. Merci tout de même d'avoir été avec nous. Je rappelle l'expert en relations internationales, docteur Mohamed Bacha, docteur d'État macroéconomie, ancien ministre d'Industrie algérien. Mirat Zaki, journaliste à qui était quant à elle direct avec nous depuis Genève. Faisal Isdaren, docteur en sociologie politique depuis Paris et depuis Londres. Achraf Laïdi, expert international au marché financier. Merci mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Al 24 News.